On passe tout de suite à notre second débat avec cette question. L'accord avec les pays du Mercosur est-il le bon? Il a été présenté début septembre par la Commission européenne. Il doit encore être soumis à l'approbation des 27, mais il est toujours très décrié par nos agriculteurs. Cécile Sixon. Comme sur ces images de 2024, le 26 septembre prochain, les agriculteurs pourraient ressortir leurs tracteurs pour manifester contre le Mercosur. Cet accord, qui prévoit de faciliter les échanges commerciaux entre l'Union européenne et certains pays d'Amérique latine, ils n'en veulent pas, car si d'un côté il permet à l'Union européenne d'exporter davantage de voitures, de machines, de vin vers plusieurs pays sud-américains, il facilite aussi en retour l'entrée dans l'Union européenne de plusieurs produits agricoles, viande, riz, sucre, miel ou encore soja, qui ne respecteraient pas les normes européennes. Donc on reproche à cet accord, c'est qu'il va nous faire rentrer des produits à bas prix, de basse qualité, qui seront mélangés dans la chaîne alimentaire, faits avec des techniques ou des produits interdits dans l'Union européenne. Et c'est de la concurrence déloyale. Les agriculteurs sont en colère contre Emmanuel Macron, car jusqu'ici, le président français était réticent à cet accord. Mais le 3 septembre dernier, la France s'est rangée derrière la majorité européenne et a validé le texte. Selon la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, Bruxelles a entendu les réticences françaises et donné des garanties. Le travail qui a été réalisé a permis de rallier un certain nombre de pays européens aux réserves, aux grandes réserves que nous avions sur l'accord Mercosur. Et il permet aujourd'hui que l'Union européenne et singulièrement la présidente ait entendu les réserves émises par ces pays-là et ait accepté d'actionner les clauses de sauvegarde. Possibilité de suspendre les importations, renforcement des contrôles. Avec ces clauses de sauvegarde, la Commission a revu sa copie pour plaire à la France, mais cela ne suffira pas à calmer la colère des agriculteurs. Le Mercosur est-il un bon accord? Emmanuel Macron a-t-il trahi les agriculteurs, comme le disent certains? Pour en parler, pour en débattre, j'accueille sur ce plateau Clémence Lemestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction des Échos. Jean-Luc Demarty, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général du commerce extérieur et de l'agriculture à la Commission européenne, ancien conseiller de Jacques Delors. Disons-le tout de suite, vous êtes en faveur de cet accord du Mercosur. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Thierry Pouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, responsable des études aux chambres d'agriculture. Vous êtes, vous, opposé à cet accord et vous aurez l'occasion de nous expliquer. Anne-Charlène Bézina, rebonjour, vous m'accompagnez et j'en suis très content pour ce nouveau débat. Et puis je rappelle que vous aussi, devant votre écran, vous réagissez en scannant le QR code qui va apparaître sur votre écran. On va commencer très simplement. Cet accord du Mercosur est-il un bon accord? Et je vais vous montrer cette petite infographie qu'on vous a préparée pour vraiment faire de la pédagogie. C'est pas simple, c'est un sujet un peu complexe. Donc on va voir ce que l'Union européenne gagnera ou gagnerait avec cet accord. L'Europe obtiendrait une exemption de droits de douane sur plus de 90% de ses exportations vers les pays du Mercosur, l'ouverture des marchés publics à ses entreprises et un meilleur accès aux matières premières sud-américaines. En échange, l'Union européenne s'engage à importer plus de produits agricoles, volailles, riz, sucre, soja de façon encadrée, c'est-à-dire que des clauses de sauvegarde, on y reviendra, des clauses de sauvegarde ont été ajoutées pour protéger les filières sensibles. Très simplement, c'est un bon accord, cet accord. Pour moi, c'est un bon accord, mais avant de parler du Mercosur, je souhaiterais dire un mot des accords de libre-échange. On y viendra après. Vraiment, j'aimerais qu'on se concentre sur le Mercosur. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est très important de cadrer que le Mercosur est un accord de libre-échange. C'est un mauvais terme, d'ailleurs. Ça donne l'impression que tout est libéralisé, ce qui n'est pas le cas, qu'il n'y a pas de règles. Mais je voudrais rappeler que les accords de libre-échange, on les appelle comme ça, mais c'est pas un mauvais terme, disons, les accords commerciaux ont été beaucoup développés après l'échec de la grande négociation multilatérale du Doha Round en 2008. Avec des pays développés et des pays émergents. Et contrairement à ce qu'on raconte, ces accords ont été très bons pour l'Union européenne et en particulier très bons pour son agriculture, puisque l'excédent commercial agroalimentaire de l'Union européenne est passé de 10 à 70 milliards d'euros en 15 ans. Donc cet accord du Mercosur, il est bon, pourquoi? Alors cet accord, c'est un accord de libre-échange commercial du même type que les autres, un peu particulier parce que le Mercosur est la zone la plus compétitive du monde en produits agricoles et en particulier pour les produits qui sont les plus sensibles pour nous. Donc c'était assez complexe à négocier. Donc c'est un accord qui a des effets très positifs globaux et qui, contrairement à ce qu'on dit,
n'a pas d'effets négatifs globaux significatifs pour notre agriculture. Pourquoi ? Parce qu'on protège très bien, comme vous l'avez dit, nos produits les plus sensibles, et on a d'ailleurs des intérêts offensifs. C'est pas ce que j'ai dit, l'accord est présenté comme ça par la Commission européenne. Non, mais je veux dire, vous avez présenté l'accord. Je n'ai pas dit que vous aviez dit que, alors vous étiez en faveur. J'aimerais qu'on fasse un tour de table et on y reviendra bien sûr sur les inconvénients. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a des contingents tarifaires, donc des quotas, qui bloquent les importations des produits les plus sensibles, le bœuf, la volaille et le sucre, à des niveaux très bas. Thierry Pouche, est-ce que cet accord est acceptable en l'état ? Moi, ce qui me surprend dans ces partenariats commerciaux, puisque ce sont des accords de partenariat plutôt que des accords de libre-échange, c'est qu'on met toujours en avant les gains potentiels, mais on entend assez rarement les pertes potentielles qu'un commerce peut représenter. Et ça, c'est un vieux débat chez les économistes. Tout le monde gagne à échanger, mais il y a aussi un certain nombre de perdants, de réflexions, de travaux qui montrent que quand on s'engage dans le commerce international, même bilatéral, ce que l'un gagne est nécessairement perdu par l'autre. Donc là, on est confronté à une grosse difficulté parce que on a des grandes masses, des grands secteurs qui finalement s'opposent. L'industrie est très favorable à cet accord et les agriculteurs sont plutôt réservés. Pas forcément dans leur immense majorité, parce qu'il y a quand même des viticulteurs qui ont plutôt un intérêt à ce que cet accord... Bon, mais la FNSEA appelle un mouvement, une journée d'action le 26 septembre. Absolument. Après, quand on regarde des accords antérieurs, celui du CETA avec le Canada, qui avait soulevé quand même beaucoup de controverses, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que finalement l'Union européenne a plutôt gagné avec l'accord Canada. Beaucoup gagné. Sauf que le Sénat, justement, s'est prononcé contre la ratification. Et pour l'instant, on en est toujours à une application provisoire. J'aimerais qu'on revienne sur ce mot de concurrence déloyale. On entend beaucoup chez les agriculteurs ce mot de concurrence déloyale. En quoi cet accord viendrait engendrer cette concurrence déloyale qui est dénoncée par les agriculteurs, qui, encore une fois, appelle à une mobilisation par la voix de la FNSEA le 26 septembre. En fait, Madame Lemaître. En fait, ce qu'ils disent, c'est une concurrence déloyale parce que... on prenne par exemple notamment le Brésil, parce qu'on parle beaucoup du bœuf brésilien, mais ces pays du Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, ont des... Et la Bolivie, oui, j'ai pas rappelé les 5 pays du Mercosur, vous avez raison. Et ils ont des modes de production en fait qui sont beaucoup moins chers que ce qu'on peut produire en Europe. Donc en gros, ce que disent les agriculteurs français, européens et français, c'est on va voir arriver sur le sol européen des productions, des morceaux de bœuf, des morceaux de volaille qui sont produits pour pas cher, qui ne respectent pas les normes européennes, donc il y a une distorsion de concurrence. Quand nous, on est obligé de respecter les normes, on a des coûts de production qui sont plus élevés, et donc ça va faire baisser les prix. Et puis ils disent, les restaurateurs, par exemple, plutôt que d'acheter du bœuf français très cher, ils vont préférer acheter du bœuf brésilien pas cher. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des clauses de sauvegarde qui ont été un petit peu évoquées, qui est de dire si à un moment on s'aperçoit qu'il y a trop d'importations ou que les prix baissent par exemple de plus de 10%, et bien là, il y aura une clause de sauvegarde qui sera mise en place et on stoppera les importations. On va voir ce que gagnerait le Mercosur à un tel accord. À terme, 99 000 tonnes de bœuf par an pourraient entrer en Europe à un taux préférentiel, 60 000 tonnes de riz, 45 000 tonnes de miel. Donc il y a des gagnants du côté du Mercosur. Vous partagez cette idée qu'il y aura aussi des perdants. Vous supportez, vous soutenez c'est-à-dire. Et vous dites finalement, dans tous les accords, il y a des gagnants, il y a des perdants. Non, mais je veux dire, il faut nuancer cette question. C'est-à-dire que si les pertes étaient importantes, évidemment, on n'aurait pas conclu sur ces bases. En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, les produits sensibles que j'ai évoqués, le bœuf, le sucre et la volaille, qui sont les produits les plus sensibles, du fait des contingents tarifaires très bas qui représentent 1,5% de la consommation pour le bœuf, 1,3% de la consommation totale de l'Union européenne pour la volaille, je dirais, les effets seront très minimes, extrêmement minimes. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, des simulations qui montrent que les effets sont négligeables pour la volaille et très faibles pour le sucre et la viande bovine. Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas ici tous les ingrédients pour créer une affaire sensible et
politique est inflammable. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'Union européenne qui est le chantre de la concurrence déloyale. C'est important de faire un petit peu d'historique en se disant qu'en plus, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui, la première, parle de concurrence déloyale à propos des aides d'État, à propos de la dérégulation. Donc, c'est l'Union européenne qui est à la marge de manœuvre et qui, en plus, est le grand méchant loup des agriculteurs. Il faut le savoir, tout ce qu'on a appelé dans la grogne des agriculteurs l'année dernière, les normes, la manière dont ils sont encadrés, tout ça, en fait, eux, ils rendent l'Union européenne responsable. Donc, aujourd'hui, ils ont le sentiment quand même qu'on leur impose beaucoup et que, de l'autre côté, il n'y aura pas forcément la même équité. Est-ce que ça ne suffit pas, finalement, à imprimer quelque chose politiquement ? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, personnellement, je suis du côté des agriculteurs quand ils se plaignent des normes excessives. Et un des problèmes de l'agriculture française, qui n'est pas en très bon état, c'est l'encadrement. C'est la très mauvaise politique agricole française, la composante française de la politique agricole, menée depuis plus de 15 ans, qui est mauvaise. Et la politique agricole commune dérive également depuis le Green Deal. Donc là, il y a un vrai problème. Et en ce qui concerne les normes différentes, je voudrais expliquer un peu de quoi il s'agit. Tous les produits qui rentrent dans l'Union européenne, accord de libre-échange ou pas, doivent respecter les normes sanitaires et phytosanitaires de l'Union européenne. Pas d'engraissement à partir d'hormones, est-ce qu'il y aura pas d'engraissement. Non, mais il y a des contrôles. Il y a des... Alors c'est perfectible. C'est perfectible. C'est perfectible. C'est perfectible. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne dis pas que c'est pas perfectible. Et d'ailleurs, c'est les États membres qui sont responsables. Et la Commission européenne doit aussi auditer les systèmes de contrôle du Brésil, de l'argent. Et elle le fait. Par contre, le débat sur les clauses miroirs... Alors précisément, parce que pour calmer la colère des agriculteurs, l'Union européenne a mis sur la table des clauses dites de sauvegarde. Vous en parliez il y a quelques instants. Voici comment Ursula von der Leyen a présenté les choses. Cet accord prend en compte les intérêts de tous les Européens, y compris ceux du secteur agricole européen essentiel. Il contribuera à accroître les exportations agroalimentaires de l'Union européenne tout en protégeant ces fameux secteurs sensibles. Je vous propose d'écouter à présent le commissaire européen au commerce. Il présente ces fameuses mesures de sauvegarde. Nous avons négocié des quotas calibrés, une ouverture progressive du marché et nous avons également introduit des mesures de protection fortes. De plus, nous sommes allés encore plus loin que d'habitude car nous voulons être sûrs à 100% de bien faire les choses. Par conséquent, en cas de perturbation du marché, les 6,3 milliards d'euros proposés pour le filet de sécurité de l'unité dans le cadre financier pluriannuel suivant seront prêts à soutenir le secteur agricole. Bon, Madame Lemaitre, il faut nous éclairer un petit peu, il y a un peu de jargon technique là-dedans. C'est quoi ces clauses de sauvegarde? En quoi ça va davantage protéger les agriculteurs français? En quoi c'est un compromis qui pourrait être acceptable pour certains? Alors, c'est un compromis qui pourrait être acceptable. Il faudra demander à la FNSEA ce qu'elle en pense. Mais en fait, ces clauses de sauvegarde, c'est vraiment de regarder s'il y a une hausse des importations de plus de 10%, s'il y a une baisse des prix de plus de 10% ou de moins de 10%, de dire on stoppe les importations. Et alors, ce que disent les agriculteurs, c'est que dans ces cas-là, en général, il y a une enquête qui est lancée. Mais alors, le temps que l'enquête aboutisse, quelque part, le mal est fait. Là, ce qu'a l'air de dire la Commission européenne, et alors ce que dit la France, et elle dit qu'elle va vérifier que ce point-là soit vraiment mis, écrit noir sur blanc dans les traités juridiques, c'est de dire qu'on peut faire tout de suite, on peut stopper les importations de manière préventive, le temps que l'enquête se fasse, et puis après, en fonction de l'enquête, on relance, on revoit. Donc ça, il y a cet accord qui a été négocié, qui rassure Paris, mais qui rassure aussi l'Italie, qui est une grande nation agricole aussi, et qui n'était pas vraiment rassurée, qui était plutôt dans le clan de Paris à dire il ne faut pas signer ce traité. Maintenant, ils sont d'accord pour signer le traité, enfin à moins que... Non, à mon avis, ils sont d'accord. Oui, c'est ça, ils sont d'accord. Et c'est vrai que ces clauses de sauvegarde les ont rassurés. La Commission s'est engagée aussi à faire un rapport tous les 6 mois pour voir ce qui se passe réellement. Donc il y a quand même... il y a un moyen de faire respecter, on a les moyens de faire respecter ces futures clauses de sauvegarde. Certains disent on n'aura pas les moyens. On se donne les moyens. La question, c'est effectivement sur les contrôles phytosanitaires. Les agriculteurs disent qu'il y a déjà énormément de produits qui rentrent, qui sont à base, enfin qui sont gonflés aux antibiotiques ou dont certains ont des OGM, etc. Ils menacent d'ailleurs de faire des contrôles le 26 septembre et d'aller dans les supermarchés et de dire vous voyez, ce poulet, il est écrit, je ne sais pas, produit en France, élevé en France, 100% sans OGM, sans
sans médicaments vétérinaires, etc., et de prouver que en fait c'est faux. Mais il faut que l'Union européenne se donne effectivement les moyens. J'aimerais rebondir sur cet argument qui est mis en avant effectivement par les syndicats. On parle vraiment de deux agricultures complètement différentes avec le Mercosur, avec des produits dangereux pour la santé et l'environnement, selon les syndicats. On est vraiment dans ce cas-là? Les produits qui viennent du Mercosur sont dangereux pour la santé et pour l'environnement? Peut-être pas être trop excessifs non plus. S'ils étaient mauvais pour la santé, je pense que les consommateurs argentins ou uruguayens seraient en mauvais état. Donc, après, il faut faire sans doute des contrôles médicaux. Sur ces clauses de sauvegarde, j'aimerais aussi savoir quelle est la position du Mercosur. Est-ce qu'on va les consulter pour suspendre les importations? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Est-ce qu'ils vont déplorer la réaction de l'Union européenne? Donc, à mon avis, là, on est encore dans un débat juridique qui me paraît important. Il y a d'autres pays membres qui ont manifesté leur hostilité à cet accord. Quand vous avez un État membre comme celui de la Pologne qui a multiplié par 4 sa production de viande de volaille en 20 ans, ils ont quand même exprimé une certaine réticence vis-à-vis de cet accord, où on a accordé un contingent à droit nul sur la viande de volaille de 180 000 tonnes, ou 160 000, je ne me souviens plus très bien. 180. 1,3% de la consommation. Alors oui, c'est 1,3% de la consommation, mais on peut faire le même raisonnement sur d'autres produits, sur la viande bovine. Mais quand vous avez des restaurateurs qui, dans l'Union européenne, vont plutôt s'approvisionner parce que le coût de production il est moins élevé, évidemment, ça va être au détriment des producteurs de viande bovine européens et singulièrement français. Jean-Luc Demarty, j'ai une question pour vous de Marie de Lille. On va pouvoir importer de la volaille brésilienne à 90 centimes le kilo alors qu'on subventionne nos agriculteurs qui n'arrivent pas à suivre. On marche sur la tête. Non, on ne va pas importer de la production de volaille à des prix aussi bas parce que le fait qu'il y ait un contingent tarifaire, le prix auquel va rentrer cette volaille va être à peu près au prix européen. Bon, ils vont bénéficier, les Brésiliens, c'est sûr, de la rente du quota. Mais au-delà, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au-delà des contingents, au-delà des quotas, qui sont faibles, on a des droits de douane dissuasifs. Donc les quantités, le risque de débordement est très très faible. Et on a aussi des intérêts offensifs, comme l'a dit M. Pouche, pas seulement les vins et spiritueux, aussi les produits laitiers, sur lesquels ils ne sont pas bons et on est très bon, et on pourrait être encore meilleur. On va vendre du lait. Non, pas du lait, des produits laitiers. Du fromage, des fromages, des produits et des produits dérivés des céréales, sur lesquels on est très bon. Et ces trois éléments-là sont des zones de force françaises. Vous faites la moue. Oui, parce que certes, il y a des intérêts offensifs. On pourrait même aller jusqu'au fait que le Mercosur a reconnu 344 indications géographiques, dont une trentaine pour la France. Donc, c'est très bien, le Cantal, etc. Sauf que quand vous regardez les masses, les contingents que l'Europe a accordés aux pays du Mercosur sont systématiquement plus élevés que ceux qu'ils nous ont accordés. Donc, il y a un déséquilibre. Et quand vous cumulez tous les contingents qu'on a obtenus à travers les accords de libre-échange, les accords de partenariat, au bout d'un moment, la balance commence à être assez déséquilibrée. Je vais poser une question très bête. Je peux dire un mot sur le cumul, justement, qui est une question. Qui est une question, le cumul. C'est une vraie question, le cumul. Mais justement, dans tous les accords de libre-échange conclus depuis 2008, depuis l'échec du Doha Round à Genève en 2008, il a été convenu qu'on ne dépasserait pas, pour tous ces accords de libre-échange, pour les produits les plus sensibles, au total, l'ensemble des accords, 4% de notre consommation domestique de bœuf, de volaille et de sucre. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de techniques. J'aimerais qu'on pose une question très simple. On a vraiment besoin de cet accord du Mercosur ? Très simplement. C'est quoi? C'est parce qu'il y a la Chine, les États-Unis et qu'on a besoin de s'adapter dans la mondialisation, c'est ça? On a vraiment besoin de cet accord? Très simplement, parce que là on parle d'un accord qui a été présenté, qui va être débattu, qui est toujours débattu et il y a beaucoup d'opposition dans la rue. Est-ce qu'on en a besoin? Alors après, il y a évidemment des points de vue différents. On a besoin de cet accord et on parle beaucoup de l'agriculture et c'est normal parce qu'on est en France, mais on oublie quand même tout l'autre volet, qui est le volet industriel, qui va permettre quand même à nos industriels, y compris les industriels français, pas que les industriels allemands, de vendre des produits dans le Mercosur. Et on parle toujours, on n'arrête pas de dire la France se désindustrialise. Et bien là, on a la possibilité justement d'aider les industries françaises à vendre leurs produits. Et tout le monde crie, c'est horrible ce traité. Donc je pense qu'il faut le voir dans sa globalité. Il faut aussi se dire que ces dernières années, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la France, qui était vraiment contre l'accord, a finalement quand même un peu évolué. Ces dernières années, la Chine se ferme, les États-Unis se ferment, les règles de l'OMC sont vraiment remises en cause. Et en fait,
faire cet accord, ça permet de dire, avec vous, on a un accord et il va être respecté, alors que maintenant que les règles du commerce international ne sont plus respectées par personne, c'est important. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que l'Amérique latine est très fermée. Il n'y a pas de pays qui ont réussi vraiment à faire des accords avec l'Amérique latine. Il y a un pays qui attend que l'Europe, finalement, ne ratifie pas le traité, c'est la Chine. C'est-à-dire que pour l'instant, la Chine ne vend pas ses produits dans le Mercosur. Et là, l'Europe a la possibilité d'être la première grande zone à signer un accord avec le Mercosur. En gros, vous dites, si on n'y va pas nous, les autres iront, la Chine ira. Oui, ça. Mais le problème chinois, il est quand même... c'est assez particulier parce que s'ils n'arrivent pas à pénétrer le marché du Mercosur, le Brésil est le premier fournisseur de produits agricoles et alimentaires de la Chine. Bon, donc ils n'ont pas vraiment à se plaindre, d'une part. Et deuxièmement, quand on regarde les balances commerciales agroalimentaires du Mercosur et en particulier du Brésil et de l'Argentine, elles sont structurellement excédentaires. Bien sûr. Pour le Brésil, c'est plus de 100 milliards de dollars par an d'excédents agroalimentaires. Avait-il vraiment besoin d'un accord avec l'Union européenne ? Et en sens inverse, l'Union européenne a une balance commerciale excédentaire, y compris sur les produits agricoles et alimentaires. Alors, elle est déficitaire sur le Mercosur, mais elle est excédentaire sur les produits manufacturés. Donc, finalement, en gagnant un petit peu de droits de douane, on a une rente et on est dans une espèce de situation où chacun cherche à faire prévaloir ses intérêts. Et ce commerce, finalement, bilatéral, il traduit, selon moi, une sorte de mercantilisation du monde. Voilà, chacun cherche à affaiblir le voisin. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas très nouveau. C'est pas très nouveau. Et justement, on le vit finalement en ce début de 21e siècle. Jean-Luc Demarty, c'est ça. Il y a un tournant un peu historique avec la Chine. Les accords commerciaux, c'est pas du mercantilisme. Les accords commerciaux, c'est un instrument. C'est un instrument au service de l'emploi et de la croissance. Et donc, effectivement, il faut faire très attention de protéger nos secteurs les plus sensibles. Mais en réalité, on passe ces accords, je dirais, pour le bien de l'économie de l'Union européenne. Et on a bien réussi, et on a d'autres accords en projet avec l'Inde, etc. Et c'est encore plus vrai maintenant que les États-Unis évoluent de la manière dont ils évoluent. Et donc, de ce point de vue, si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui va se passer ? Je veux dire, et d'ailleurs, Lula l'a dit. C'est un accord vital pour l'Union européenne. Oui, tout à fait. Il va se jeter dans les bras de la Chine. Alors que sinon, la Chine ne conclura pas d'accord de libre-échange, parce qu'ils ont très peur de la Chine. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites accord vital pour l'Union européenne. Exactement. Ils ont toujours été présentés comme ça, ces accords. C'est vital pour l'Union européenne. Et vous dites que non. Regardez le bilan. Regardez le bilan des accords. Ils ne sont pas en si mauvaise forme en termes de produits agricoles et alimentaires. Les pays du Mercosur et l'Union européenne est le premier exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires. Bon, donc ce n'est pas si catastrophique que ça. Et deuxièmement, je voudrais quand même faire une remarque. Cet accord, il a nécessité 2 décennies de négociations. Sauf qu'entre-temps, la situation de l'agriculture française en particulier, elle a changé. On n'est plus dans les mêmes circonstances, dans le même contexte qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, la situation de certains agriculteurs s'est dégradée et on leur livre un accord vis-à-vis duquel ils ne sont pas forcément bien préparés. Est-ce que ce n'est pas justement un des paradoxes de la PAC dont on a parlé ? Il me semble que c'était un peu le deuxième sens de la question qu'on n'a pas vraiment mis en lumière. C'est cette question de la subvention aux agriculteurs alors qu'eux-mêmes sont en train de perdre des éléments. Est-ce qu'il n'y a pas finalement là quelque chose à se poser comme question ? Est-ce qu'on se rappelle de la politique de Margaret Thatcher, I want my money back, avec cette question de savoir si elle profitait ou pas ? C'est toujours ça le risque. Est-ce que, j'ai envie de dire, le risque de l'Union européenne ne vient pas de l'intérieur avec cette idée de la subvention, de ce qu'on récupère, de ce qu'on gagne? Est-ce que ça, c'est pas un risque? Tout d'abord, la politique agricole commune, enfin en tout cas moi, celle que j'ai gérée jusqu'en 2010, marchait très bien. Elle a été réformée profondément avec des aides directes qui ont été très bons pour les agriculteurs, en particulier les agriculteurs français. 3 réformes, entre 92, 2003, 2009. Et le revenu agricole français, il a progressé de 65% entre 93 et 2010. Seulement 38 au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, donc très bon. Et depuis, il y a une dégradation pour l'agriculture, relative à l'agriculture française, d'abord à cause de la mauvaise politique agricole française, comme je l'ai dit. Et la PAC a pour le moment aussi une dérive préoccupante avec le Green Deal, que moi je combats, je veux dire, et les agriculteurs ont eu raison de protester, et avec les propositions qui sont sur la table par la Commission européenne, c'est une renationalisation très mauvaise de la politique agricole commune,
beaucoup plus encore dans ses mesures que dans ses budgets. Mais donc, et c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a une question politique là-dedans. Bien sûr, c'est toujours la politique. L'Union européenne est l'agriculture, en train d'avancer seule. Bien entendu. Et voilà. Bien sûr, c'est très politique. Oui, mais les la PAC, là, le budget est en train d'être discuté pour les prochaines années. C'est aussi à l'État français d'aller à Bruxelles et de défendre ses positions. Je trouve qu'en France, on a un peu tendance à dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de Bruxelles. Mais enfin, Bruxelles, ils reçoivent aussi des mandats des différents États européens. On va le voir. Une espèce de... On va le voir tout de suite. Mais pourquoi ? On va le voir tout de suite avec Quentin, qui va nous expliquer. Je vous donne la parole dans un instant parce que c'est l'heure de la chronique de Quentin Calmet. On va voir avec Quentin que cet accord n'est pas encore entré en vigueur. Très loin de là. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça va. La procédure de ratification de l'accord avec le Mercosur comporte encore plusieurs étapes. Oui, tout à fait. Pour l'heure, il n'y a eu qu'une validation par les commissaires européens de ce traité de libre-échange. Il y a encore plusieurs étapes. La première, c'est celle du Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres des 27 États membres. L'accord doit réunir une majorité qualifiée du Conseil de l'UE, soit le vote de 55% des États membres, 15 États sur 27 qui devront représenter au moins 65% de la population de l'Union. C'est la première étape. Elle ne devrait pas poser de problème car une large majorité des pays membres soutient l'accord. Avec la France, seuls la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas critiquent ouvertement l'accord. Ces pays, même s'ils allaient jusqu'à bloquer l'accord, ils ne seraient pas assez nombreux. Et puis viendra le temps de l'adoption par le Parlement européen. Voilà, et là, il y a des dissensions au sein même des groupes politiques du Parlement européen. Il n'y a que le groupe de la gauche, The Left, qui pourrait voter intégralement contre le traité. Les socialistes pourraient se diviser sur la question, comme le PPE, le parti où siègent les LR, mais une large majorité du Parlement européen pourrait entériner l'accord. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui a fixé ces 2 étapes de la ratification d'ici à la fin de l'année. Écoutez hier l'eurodéputée Valérie Ayé, elle reconnaît que la bataille sera compliquée à gagner pour la France. Il y a une majorité des États aujourd'hui, je vous le dis, au Parlement européen, même si la bataille n'est pas gagnée et ça va arriver au vote au Parlement européen, il y a une majorité des États qui sont en soutien. Mais il y en a qui sont fermement opposés encore. La France, vous connaissez la position du président de la République, c'est non en l'état. Vous avez la Roumanie, vous avez les Pays-Bas, vous avez la Pologne, qui restent des pays qui comptent en Europe et qui sont très mobilisés encore. Quentin, l'accord de libre-échange pourrait être ensuite considéré comme ratifié, c'est ça ? Et oui, la Commission européenne qui a fait en sorte de scinder le traité et de se concentrer sur l'accord commercial avec le Mercosur, ce qui entre dans ses compétences. Il y a un deuxième texte, l'accord global, qui lui doit encore être ensuite ratifié, adopté par les parlements des États membres. Mais dans l'attente de ces votes, l'accord de libre-échange est considéré comme ratifié. Merci beaucoup Quentin Calmet, merci pour toutes ces précisions. Madame Lemaitre, désolé de vous avoir coupé, j'avais besoin d'un peu de pédagogie, parce que c'est vrai que c'est... Alors on parle de chiffres, on parle d'accord de libre-échange, et puis on parle de ce processus de ratification. En gros, cet accord, il n'est pas encore en vigueur, ça peut prendre encore beaucoup de temps, et il y a de la politique derrière. Il y a de la politique derrière et chaque État, je dirais, a un peu sa politique. C'est-à-dire que là, on le voit en France, vous l'avez dit, le monde agricole français est en crise et ça date pas de l'accord du traité, qui d'ailleurs n'est pas encore en vigueur. Donc, et en fait, moi, je me dis que de temps en temps, peut-être qu'on confond ce traité et la crise du modèle agricole français qui, de fait, a des coûts de production élevés et donc plus élevés que ceux du Mercosur, mais aussi plus élevés que certains voisins européens, a une rentabilité insuffisante et est contraint par des normes et parfois des normes françaises qui sont en plus supérieures aux normes européennes et donc supérieures aux voisins européens. Et donc tout ça se mélange, c'est là où ça devient très politique et c'est là où ça devient compliqué entre essayer de voir l'intérêt global de l'Europe du traité et cette crise du monde agricole qui est réelle. Sur le traité, pour répondre plus sur votre question, ils veulent aboutir à fin décembre. Et s'ils aboutissent, si c'est... On n'a pas de date, il y a un timing, on parle de l'année prochaine. Ouais. Voilà, il y a un timing. Après, ça va se mettre en place et c'est pas du jour au lendemain. 2026. Non, 25. La ratification de la composante, et entrer en vigueur dans les mois composante commerciale. Mais après, ça va mettre longtemps. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain.
où tout d'un coup, on va ouvrir. Sur certains produits, on se dit que... Il y a quand même il y a des étapes provisoires, soyons honnêtes. C'est quand même ce qui fait qu'aujourd'hui, le CETA est appliqué alors que les parlements nationaux, dont le Sénat français, disent non. Donc, est-ce qu'il n'y a pas finalement un petit peu, là encore une fois, tous les ingrédients de l'euroscepticisme qui peuvent être réunis? C'est-à-dire que quand on parle d'application provisoire... Non, c'est pas l'application provisoire. Non, c'est pas l'application provisoire. C'est qu'elle sera par étapes, en fait. Non, vous avez une composante, vous avez un accord intérimaire commercial. Et sur la partie politique. C'est le modèle, c'est pas comme le Canada, parce que depuis le Canada, vous avez un arrêt de la Cour de justice qui a dit que tous les accords commerciaux sont de compétence exclusive. Et c'est pour ça qu'il y a alors un que les États membres disaient le contraire. Comment ? Il y a un recours qui est pendant sur ce split, là, justement, sur cette interprétation. Oui, mais il y aura peut-être un recours, mais il n'a aucune chance d'aboutir. Donc, vous nous dites, en fait, il n'y a plus de possibilité. Enfin, cet accord entrera en vigueur. S'il est ratifié, il va rentrer en vigueur. Oui, mais ça ne va pas être le 1er janvier, tout d'un coup. C'est par étapes. Sur certains produits, on se dit qu'on arrivera à la totalité des quotas. C'est 5 ans, c'est 6 ans. Sur 5-6 ans. Donc, ce n'est pas non plus... Mais s'il est ratifié, il est ratifié et c'est légal, en fait. C'est de la compétence de la Commission. Et donc, ça s'appliquera, de toute façon, quels que soient les processus de ratification nationaux. C'est ça. Mais sur le volet politique. Sur le volet commercial, ça s'appliquera. Ça donne un argument. C'est l'application des traités. Ça nous permet de reparler de politique avec vous, Anne-Charlène, et notamment du rôle de la France dans tout ça. Emmanuel Macron a beaucoup varié. Anne-Charlène, vous avez choisi de nous parler de l'évolution de la position de la France qui suscite beaucoup de polémiques. Et oui, j'ai même appelé cet édito la Merco-surprise du chef, parce que en réalité, la négociation est entamée, on l'a dit, depuis presque 25 ans. On a une France qui d'emblée manifeste sa réticence face à l'accord de libre-échange. Et voilà, on est dans l'accord peut-être le plus important symboliquement et le plus inflammable sur le plan politique, puisque, vous le savez, nous sommes les irréductibles gaulois qui, disons, au fond, on est attaché à une agriculture d'une certaine qualité normative, à taille humaine, avec de plus en plus de normes. Donc on croule un peu sous le en même temps en France. Et on a essayé, on a essayé de rallier cette minorité de blocage. Et petit à petit, tout le monde nous a un peu lâchés. Donc voilà, jusqu'à l'Italie, la dernière. Mais, il y a un mais. Et oui, il y a un mais, puisqu'on parle aujourd'hui de la trahison d'Emmanuel Macron. Contemplons les oppositions, LFI, RN, où on évoque une responsabilité personnelle d'Emmanuel Macron, fervent partisan de la ligne dure. Il avait fait savoir qu'il n'était pas question de ratifier l'accord, mais avec la petite subtilité, justement, en l'état. Ce qui signifie bien qu'au fond, la négociation était encore ouverte. Et en juin, on sait que quand il reçoit Lula, justement, le président de la République découvre les clauses de sauvegarde permettant aux pays signataires de, on l'a dit, finalement, choisir un petit peu les données qui s'appliqueront si une filière est en difficulté. C'est ça qui rallie l'Italie. Mais, au pays de Voltaire et d'Hugo, évidemment, la contestation ne faiblit pas. Sophie Primas a beau se féliciter, la Commission entendre finalement la voix des récalcitrants, eh bien, rien ne faiblit. Le président de la République est d'ailleurs devenu étrangement silencieux depuis que la Commission européenne a donné son feu vert. Effectivement, on ne sait pas d'ailleurs vraiment quelle est la position officielle aujourd'hui de la France. Il n'y a pas eu de réaction directe, je parle sous votre contrôle, il n'y a pas eu de réaction de l'Élysée. Il n'y a pas eu de réaction officielle de la voix du chef de l'État, si bien que c'est pour ça qu'on nourrit ce giron de la trahison. Il y a un flou. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils attendaient de voir ce qu'il y avait exactement dans les clauses de sauvegarde et comment elles allaient s'appliquer et comment ça allait être inscrit juridiquement dans le traité. Donc, mais en gros, ce que l'on comprend quand même, c'est que si ces clauses de sauvegarde sont effectivement écrites, sont effectivement réelles et que ce n'est pas juste un blabla en conférence de presse, la France devrait dire oui. Mais là, je pense dire oui. Emmanuel Macron devrait dire oui. Comment vous expliquez ces hésitations, Thierry Pouche, d'Emmanuel Macron ? Il y a un aspect électoraliste là-dedans aussi ? Pas seulement de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a Jordan Bardella qui a réagi. Voilà, tout le monde essaye d'avoir, alors je ne sais pas si c'est le vote des agriculteurs, mais il y a un aspect politique et électoral très fort, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas trop si ça va jusqu'à l'électoralisme. Le problème politique est réel. On a une perte d'influence dans l'Union européenne, et c'est assez paradoxal. Avec 18% de la production agricole des 27, je pense qu'on pourrait exercer une influence sur les décisions de l'Union européenne.
quitte à... Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Quitte à, comme par le passé, se lever et pratiquer une politique de la chaise vide. Pourquoi pas? Notre agriculture, c'est la plus puissante de l'Union européenne. Ensuite, c'est là qu'on voit, et ça rejoint un petit peu ce que disait M. Demarty sur la renationalisation de la PAC, et je pense que c'est plus que ça, c'est une renationalisation de l'Union européenne, que l'industrie allemande fasse pression pour qu'on valide cet accord, qu'on le signe pour faire prévaloir ses intérêts industriels, c'est une chose. Mais il n'y a aucun souci de l'agriculture française qui pourtant participe à notre approvisionnement, à la balance commerciale de l'Union européenne, etc. Donc c'est là qu'on voit que l'esprit européen est quand même en train de s'essouffler et de se fissurer un peu. J'aimerais qu'on évoque, on n'a pas encore fait, mais les conséquences pour le climat de cet accord du Mercosur. C'est dénoncé par beaucoup d'ONG, notamment Greenpeace qui tire la sonnette d'alarme et qui met en garde contre les effets négatifs sur la biodiversité, le climat ou encore la santé des populations. Ils en font trop, ces ONG, elles en font trop. Comme d'habitude, ils mentent. Ah, ils mentent. Pourquoi? Tout simplement parce que cet accord est excellent pour le climat, contrairement à ce qu'on raconte, puisque pour la première fois, enfin la deuxième fois après l'accord avec la Nouvelle-Zélande, l'accord de Paris sur le climat devient une clause essentielle de cet accord, au sens du traité de la Convention de Vienne sur les traités. Ça veut dire quoi, une clause essentielle? Ça veut dire que si un pays viole cette clause essentielle, l'accord de Paris sur le climat, ça veut dire que l'autre partie peut suspendre partiellement ou totalement l'accord, de manière unilatérale. Bon, il n'y a aucune clause pour limiter la déforestation en Amazonie. Si, justement. Ça montre que c'est la désinformation totale de ces ONG environnementales. Justement, la COP, je ne sais plus combien, à Glasgow, a conclu un accord qui interdit la déforestation à partir de 2030, qui est un accord qui n'est pas juridiquement contraignant, c'est un accord politique entre tous les membres de la COP. Il y avait les États-Unis, mais ils se sont retirés, on le sait. Et dans l'accord du Mercosur, cette partie, cet accord de Glasgow devient juridiquement contraignant. Alors, donc ça veut dire que si le Brésil ou l'Argentine, mais surtout le Brésil, déforeste, ça veut dire qu'il y a une violation de l'accord et il viole aussi l'accord de Paris. Jean-Claude Damien nous dit, on nous parle de circuit court pour l'environnement, pour faire vivre nos paysans dignement, pour notre santé, et on signe le Mercosur, on prône une chose et on signe pour une autre. Thierry Pouche. Oui, on peut y voir un paradoxe, mais il n'en reste pas moins que ça fait quand même un certain nombre d'années le Brésil est un des principaux fournisseurs de l'Union européenne en soja, avec les États-Unis. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. On pourrait considérer et on en a besoin. Et la protéine végétale est quand même un gros souci pour l'Union européenne. Alors on pourrait considérer qu'on va relancer par des plans protéines végétales comme on l'a fait dans le passé. Depuis les années 70, on en a eu quand même beaucoup des plans protéines. On est toujours très dépendant du Brésil et de son soja, et des États-Unis aussi, avec les tourteaux de soja. Donc voilà. Vous dites il n'y aura pas de conséquences néfastes pour l'environnement? Alors, les conséquences néfastes, maintenant qu'il y a quand même des clauses très contraignantes dans les accords du fait des COP, les répercussions sur l'environnement vont probablement passer par le transport. Ça, c'est quelque chose d'assez évident. Après, on verra bien comment le Brésil va évoluer sur la déforestation. Mais il y a quand même quelque chose qui, justement, est un effet direct. Le Brésil a toujours considéré qu'au titre de sa souveraineté nationale, il faisait ce qu'il voulait de sa forêt. Deuxièmement, nous, on signe un accord de partenariat commercial et on met en avant, ça a été le cas du président de la République pendant plusieurs années, on met en avant la souveraineté alimentaire de la France et de l'Union européenne. Là, il y a manifestement une contradiction. Et est-ce qu'on peut dire je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, alors juste répondre à ma question. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je peux répondre à M. Pouche, c'est important. Est-ce qu'on peut être sûr et assurer aux téléspectateurs que les prix vont baisser? Les prix sur les produits vont baisser? Parce que c'est aussi ça, l'accord de libre-échange. Les prix vont baisser. Non, pas sur les produits sensible. Pas sur les produits sensibles. L'effet sur les prix va être marginal. L'effet calculé par les modèles qu'on a fait tourner sur le prix de la viande bovine, qui est le produit qui peut être, disons, le plus vulnérable, c'est de l'ordre de 1,5% du prix de marché. Et je rappelle que le prix de la viande bovine en Europe, à la production, n'a jamais été, je m'en félicite, plus élevé qu'aujourd'hui. Il est 50% plus élevé qu'en 2019.
Et donc, je veux dire... donc il n'y aura pas de conséquences les effets, à mon avis, sont très marginaux. Et donc, au contraire, par contre, moi, mon gros souci sur l'agriculture française, et je voudrais revenir là-dessus, mon gros souci, c'est effectivement, il y a un risque sur la souveraineté alimentaire du fait... l'urgence de notre politique agricole française déficiente, qui est en train de ruiner l'agriculture française. Il est urgent de réviser cette politique pour en faire de l'agriculture familiale compétitive. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose dans la date choisie, on le sait, 4 septembre, l'instabilité politique qui est la nôtre, est-ce qu'il n'y a pas quand même un affaiblissement tendanciel de la voix de la France dans cette idée de se dire qu'on montre les muscles au départ, on dit finalement on ne voudra jamais de ce traité, on ne le ratifiera pas, on rassure les agriculteurs sur cette base-là, et aujourd'hui on s'engage à demi-mot dans ce processus de ratification. Et pourquoi ? Ça signifie quoi ? Est-ce que ces clauses de sauvegarde, on a dit, on attend de les regarder, mais est-ce que c'est pas finalement une forme de en même temps sur ce terrain-là qui pose problème sur cette voie de la France ? Non, mais la bonne question à se poser, c'est pourquoi l'affaiblissement de la voix de la France ? Pourquoi l'affaiblissement de la voix de la France ? Parce que avec la politique économique et budgétaire menée par la France depuis 25 ans, l'économie française et les finances publiques françaises sont à la ramasse. Et donc le reste de l'Europe le voit. Et voilà le résultat. Et effectivement, je vous le confirme, moi j'ai senti l'affaiblissement de la voix de la France. J'ai été 31 ans à Bruxelles, 20 ans directeur général aussi au cabinet de Jacques Delors. C'était une autre période. Il nous reste très peu de temps et on a beaucoup de questions qui nous arrivent des téléspectateurs juste sur le type d'accord, cet accord de libre-échange qui donc a été présenté début septembre. Est-ce qu'on n'est pas un peu à contre-temps par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, ces pays qui se referment, ces blocs qui se referment, et nous on signe un des plus grands accords de libre-échange jamais signé par la Commission européenne. Thierry Pouche. L'esprit du multilatéralisme s'est terminé. Vous vous rendez compte, le cycle de Doha à l'Organisation mondiale du commerce, qui a débuté en 2001, il n'est toujours pas finalisé. Probablement qu'il ne le sera jamais. Donc 25 ans de négociations, c'est le plus long cycle de négociations commerciales dans le cadre d'une institution internationale dédiée au commerce. Ça, c'est déjà un premier point. Donc par voie de conséquence, comme l'Union européenne est fermement orientée sur l'échange international, on a multiplié les accords de partenariat bilatéraux ou régionaux. Mais effectivement, aujourd'hui, la donne a changé. C'est-à-dire que le protectionnisme fait un grand retour, finalement, et chacun essaye soit de se fermer, soit de taxer le voisin, soit de commercer avec un pays ami. Donc le bouleversement est total pour le commerce international et ça touche directement les produits agricoles et alimentaires. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure pour dire, il y a 20 ans, on négocie un accord avec le Mercosur, sauf qu'aujourd'hui, le contexte a considérablement changé. Il nous reste 1 minute. Il y a aussi un accord dans les tuyaux avec l'Inde, c'est ça, je crois. Il y a un accord qui est évoqué un peu du même type, non ? Qui est négocié. Qui est actuellement négocié. Qui est en train d'être négocié. En fait, l'Union européenne, c'est un peu ce que vous disiez, essaye de signer des accords bilatéraux, justement parce que le multilatéralisme, on le voit ces dernières années, ne fonctionne plus et fonctionne de moins en moins. L'ADN de l'Union européenne, c'est quand même le libre-échange, c'est quand même le commerce. Donc c'est compliqué. Comment on survit en Europe si tout le monde se referme ? On est contraint de passer des accords si le côté multilatéral ne fonctionne plus. Mais jamais avec la Chine. Jamais avec la Chine. Jamais. Pas d'accord avec la Chine ? Non, la Chine est un sujet... très sérieux. Et tous ces accords s'expliquent aussi peut-être par l'expansion de la Chine, non ? Aussi pour effectivement développer des marchés et essayer de contrer la Chine, par exemple. C'est clair que sur le Mercosur, il y a un des sujets pour nous, c'est de contrer la Chine. Bien entendu, c'est très important. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois, merci à tous les quatre. Merci Anne-Charlène de m'avoir accompagné dans ce débat. Salut à vous devant votre écran. Merci de votre fidélité à Public Sénat. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Oriane Mancini pour votre matinale. Son invité politique, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Je vous souhaite une excellente soirée sur le canal 8 de la TNT. Bye bye.